Bonjour, Unifor. Come on, ça va bien? Good. Consoeurs, confrères, fratrie d'Unifor, bienvenue à Montréal. C'est avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui, ici, dans ma ville, pour vous souhaiter la bienvenue à ce Conseil canadien d'Unifor. Nous avons du travail sérieux à accomplir cette fin de semaine. Néanmoins, Montréal, cette ville gourmande, fêtarde, sportive, cosmopolite, vibrante et souvent même excentrique, vous attend. Au travers de nos discussions cruciales, je vous invite à prendre un peu de temps pour la visiter. D'ailleurs, il y a une belle marche ce soir. Je ne doute pas que vous serez accueillis chaleureusement partout et que si vous prenez le temps de découvrir cette ville bien spéciale, vous allez avoir le goût de revenir. Ensemble, Unifor, cette année, nous avons formé et nous formons toujours la plus grande et la plus influente organisation syndicale du secteur privé au pays. Et ceci, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Un nombre record de grèves a eu lieu partout au pays et beaucoup chez nous, ici au Québec. Les travailleuses et les travailleurs se sont levés pour défendre leurs droits et Unifor a été derrière eux à chaque occasion. Encore cette année, nous nous sommes imposés comme un acteur incontournable qu'il faut prendre au sérieux, et ce, partout au pays. Le Québec a fait sa part, et je suis fier de pouvoir me tenir ici devant vous afin de faire rapport des luttes et des victoires des membres de ma région. Permettez-moi donc de prendre un moment pour revenir sur certains des éléments marquants vécus par les membres d'Unifor Québec au cours de la dernière année. Mais avant de commencer, je veux qu'on se souvienne de la mémoire de Joël Perreault. Joël Perreault était un collègue, un ami à nous au Québec, représentant national, et Joël Perreault est décédé l'automne dernier. En fait, Joël Perreault a choisi de mettre fin à ses jours. Ça a été un choc terrible. Je vous en parle aujourd'hui parce qu'il nous manque encore, puis parce que c'est aussi le moment puis l'occasion de sensibiliser sur l'importance de la santé mentale. Cherchez de l'aide, restez pas isolés, allez voir du monde, allez voir un psy. S'il vous plaît, prenez soin de votre santé mentale. Vous n'êtes pas tout seul, il y a plein de monde autour de vous. N'hésitez pas, restez pas isolés. Salut Joël. Bon, on a parlé de négo, on a parlé de grève, on en a eu pas mal. En fait, je ne peux pas toutes les citer parce que j'aurais de l'air de vous réciter le bulletin de téléphone de Montréal parce qu'il y en a eu beaucoup. Puis on en est très fiers. Ça veut dire que les membres du Québec, comme partout ailleurs au Canada, se sont battus, se sont levés debout, ont fait preuve de courage, de détermination pour aller chercher ce qui leur était dû. Et ça, bravo tout le monde. Maintenant, il y a quelques grèves que je tiens quand même à souligner. Récemment, chez Viterra, la première grève de leur histoire syndicale. Ils ont été obligés d'être en grève, je pense que c'est 16 ou 17 semaines. Finalement, ils ont gagné. Ils ont pu rentrer à tête haute. 18 % d'augmentation de salaire sur 4 ans, des avancées sur les vacances, des avancées sur les congés. Bravo, la gang de Viterra, vous vous êtes bien battus. Hier, on a réglé une grève d'animatons. On a fait mention ce matin, bonjour Denis, la grève chez Canada Forge. L'employeur voulait imposer des concessions. L'employeur ne voulait pas payer la juste valeur du travail qui s'accomplit dans cette boîte-là. Ils sont sortis en grève. Faites preuve de courage. Très beau règlement. 18 % sur 4 ans. Même chose. 6 % upfront. Une 6e semaine de vacances qu'ils n'avaient pas encore, contrairement à tout le monde à Bécancour. Bravo, les gens de la section locale 700 de l'unité de chez Canadol. Vous vous êtes également bien battus.
Kruger à Trois-Rivières. Eux autres, ils avaient signé un contrat de 10 ans au préalable. Vous savez, c'est quoi un contrat de 10 ans? C'est souvent 10 ans de misère. Pas nécessairement parce que les conditions sont mauvaises, mais parce que tu ne peux pas te pogner avec ton boss, tu ne peux pas régler des enjeux, tu ne peux pas revenir à la table, clarifier des choses, tu es pogné dans ton contrat de 10 ans. La tension était palpable. Les gens ont fait savoir, se sont mobilisés longtemps d'avance, c'est-à-dire à l'employeur, cette année, tu t'en sauveras pas. Il n'y aura pas un autre contrat de 10 ans d'une part, mais d'autre part, on va rattraper le salaire qu'on a perdu. Parce qu'à l'intérieur de ce contrat de 10 ans-là, il avait fait un sacrifice de 10 de salaire pour favoriser des investissements et assurer la rentabilité du milieu de travail de l'usine. Donc, l'employeur s'est rentré une belle machine à carton, puis là, il s'est mis à faire de l'argent comme de l'eau. Puis, à aucun moment, il est revenu en disant « Hey, les boys, merci, ça a marché. Là, je fais beaucoup de profit, tiens, je vais vous redonner. » Pas en tout. Bien, ils sont allés en grève. Ils se sont battus. Ils sont tenus debout. Puis non seulement ils ont eu l'équivalent du pattern, du papier, mais en plus, ils sont allés chercher le rattrapage qui leur était dû. Bravo, la gang de Kruger! Je vous ai parlé l'année passée de nos héros. Hein, les pompiers et pompières forestiers de nos sections locales de la SOPFEU. Bien, ils n'ont pas eu besoin d'aller en grève, mais ils ont fait une grosse mobilisation. Une grosse mobilisation au niveau des médias, au niveau de faire des journées d'études devant les bureaux de la SOPFEU, partout dans toutes les régions du Québec. Eh bien, ils ont signé un contrat de travail, ça a fonctionné, ils ont eu gain de cause. Il faut que je vous raconte l'histoire. Bon, ils ont signé au total l'équivalent d'à peu près 28 sur 4 ans, dont 10 upfront la première année. Et là, la SOPFEU au Québec, c'est un organisme qui dépend du Conseil du Trésor. Donc, le Conseil du Trésor, vous le savez, ça, c'est le gouvernement. Fait que là, vous avez vu l'année passée, l'hiver passé au Québec, l'automne passé, qu'il y a eu les infirmières, les professeurs, tout le service public qui est sorti en grève. Et tout le service public a sorti en grève, puis à la fin, ils ont obtenu 17,5 d'augmentation de salaire sur 4 ans. Normalement, on aurait dû être obligé de vivre avec ça. On aurait été parce que c'est le Conseil du Trésor, puis le Conseil du Trésor, il applique la même règle partout. Bien, on a défoncé ça. On s'est rendu jusqu'à 21,5 Bravo les gens de la SOPFEU, vous êtes tenus debout, ça a été payant. Non seulement la campagne de la SOPFEU a permis de faire des augmentations de salaire historiques, d'obtenir des meilleures primes pour les déploiements en région, mais en plus, toute la campagne a forcé le gouvernement de réouvrir des nouvelles bases pour opération du feu, d'embaucher du personnel, d'assurer une meilleure sécurité, d'acheter des équipements. Donc, toute la campagne que Unifor a menée grâce aux gens de la SOPFEU et avec l'appui des gens de la SOPFEU, ça a fonctionné. Lana a raison. Quand on se bat, on gagne. Je veux saluer également les gens de la voie maritime du Saint-Laurent. Hey, il y avait de la pression là-dedans. La voie maritime du Saint-Laurent. Je ne me rappelle plus de combien de milliards par jour passent dans la voie maritime du Saint-Laurent, mais c'est quelque chose d'impressionnant. Je remercie Lana aussi pour son implication dans ce dossier-là, évidemment, parce que là, ça devient politique en joie le vert. Tout le monde est sur notre dos. Vous allez empêcher le monde d'avoir des cadeaux de Noël, c'est donc terrible. Ben non. Ça a l'air que, puis c'est ça qu'il faut retenir, puis c'est ça qui est choquant d'ailleurs dans tout ce qui se passe au CN, c'est que la sécurité économique, ce n'est pas un service essentiel. Puis c'est pas vrai que quand la sécurité économique est menacée, c'est de notre faute. C'était pas les fautes des gens de la voie maritime. C'était de la faute de la corporation de la voie maritime qui ne voulait pas donner des augmentations de salaire, des conditions de travail comme il aurait dû être donné. La même affaire chez le CN. Bon, on s'est tenu debout, on a bloqué la voie maritime du Saint-Laurent et en Ontario et au Québec. Guess what? Ils ont eu un contrat qui avait bien de l'allure, ils ont pu rentrer la tête haute et faire plier la corporation. Maintenant, bien, le président de la corporation s'est trouvé un autre emploi. Bravo, bravo, on a réussi. Belle bataille, la gang. La mobilisation pour Autoport.
Bon, ce n'était pas nos membres directement au Québec qui étaient en grève, mais on est solidaires avec le reste du pays. À un moment donné, on a eu des appels. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire? Ah ben oui, on a parlé avec notre gang à l'Action politique, plusieurs de nos sections locales, puis on s'est dit, ben pourquoi pas aller bloquer le parc industriel à Ville-Saint-Laurent, Pointe-Claire? Puis on a fait ça un matin. Len est venu nous rejoindre. Hein, Len, tu étais avec nous. Hey, quand on niaise pas, on niaise pas. On est arrivé là, on a mis des banderoles jaunes, on ferme la rue. Plus rien qui passe. La police est venue. Ils veulent nous shaker. Non, bouge pas d'ici. En dernier, c'était rendu que c'était la police elle-même qui bloquait la rue. C'était drôle, on riait. Mais on a été capable de bloquer la rue pendant près d'une heure. La police nous a aidés à continuer 15-20 minutes de plus. Et puis là, il y avait des trucks et des véhicules bloqués partout. Ça descendait jusqu'à l'autoroute Côte-de-Liesse. Ça descendait jusqu'à des répercussions sur la transcanadienne. Et là, à un moment donné, bien, la police était vraiment mal prise parce que même quand ils ont dit « OK, là, on ouvre la place et on commence à faire passer des trucks, etc. », bien, il y avait probablement pour 2-3 heures de truck à sortir de la gare puis 2-3 heures de truck à rentrer dedans. Fait que, bref, on a scrappé la journée. Fait que, quand on est capable d'être solidaire, quand on se bat toute la gang ensemble, encore une fois, on gagne. Bravo à la gang de CNTL, vous avez eu un beau contrat, puis bravo à ma gang de les avoir appuyés, je suis très fier de vous. Les gens de la raffinerie Valero et du terminal Valero. Et ça aussi, c'était une belle bataille. Une très belle bataille. En fait, ça a duré une semaine et demie. Puis là, Valero, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une raffinerie. Pour ceux qui ont déjà lutté contre des raffineries, généralement, c'est long, c'est dur. Ils ont réussi à faire plier Valero en une semaine. Une semaine, ça a pris pour donner du rattrapage salarial au terminal, pour accorder une clause qu'on n'a pas beaucoup dans les raffineries. Une clause qui protège le fonds de pension et les avantages sociaux. Valero ne pourra plus jamais toucher au fonds de pension et aux avantages sociaux s'il n'y a pas l'accord des membres dans le contexte d'une négociation collective. Bravo les gens de Valero. Évidemment, la bataille de Belle. Puis ça, la bataille de Belle, ce n'est pas fini. On va continuer. Parce que, tu sais, quand vous allez voir dans le dictionnaire, puis que vous regardez compagnie amorale, la définition est courte, c'est dit voir Belle. Simple de même. Belle, c'est un enfant de chienne. OK? Là, c'est le temps qu'on réfléchisse à des stratégies, tout le monde ensemble, dans toutes les provinces impliquées, pour faire une vraie force d'action, puis s'organiser pour leur rentrer dedans. Actuellement, les techniciens sont en négociation. On va voir ce que ça donne. Là, ils ont changé leur directeur des relations de travail. Il nous dit qu'il est pas mal meilleur que l'autre, mais là, c'est lui qui le dit. La preuve est dans le pudding. On va voir ce que ça donne. Chose certaine, on n'a pas fini de se battre avec Belle. On a fait une campagne honte à Belle. On est en train de préparer une phase 2. Puis vous pouvez être sûr, la gang, on ne lâchera pas. Je sais que vous ne lâcherez pas. Puis on va être là avec vous autres. On n'a pas juste fait des grèves, on n'a pas juste fait de la négociation, on a fait du recrutement également au Québec. Je suis fier de vous dire que depuis le dernier Conseil canadien, on a recruté 25 nouvelles accréditations partout dans les régions du Québec, beaucoup en Gaspésie. Ça, c'est 2 par mois. On rentre 2 nouveaux groupes syndiqués par mois. Hey! On fait toute une job. Bravo le département de recrutement. Lâchez pas votre job. On est content d'avoir ces nouveaux membres-là avec nous autres. Puis on va continuer. Vous pouvez être sûr qu'on va continuer. À part le recrutement, bien, on fait des luttes politiques aussi. Une des grosses luttes politiques qu'on fait actuellement, puis qu'il va falloir qu'on agrandisse encore là le cercle et qu'on parle avec nos collègues des autres provinces, c'est au niveau de la foresterie. La foresterie est en crise. Puis je sais que vous m'entendez parler souvent de foresterie, puis peut-être il y en a qui vont dire hey, « ils pensent juste à ça, le bois ». Tu sais, quand tu as plusieurs enfants puis tu en as un malade, là, ben, il faut que tu donnes l'attention à celui qui est malade, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les autres. La foresterie, elle se fait attaquer de toutes parts. Les changements climatiques, les feux de forêt, le tarif du bois d'œuvre, le prix de la fibre le marché qui n'est pas bon en ce moment, les difficultés d'avoir accès à la fibre,
la consolidation des entreprises, la consolidation de la propriété dans les entreprises, notamment avec Papier Excellence. Un gouvernement qui dort au gaz, notamment au niveau du conflit du bois d'œuvre avec les Américains, qui fait que notre argent s'en va là-bas. Tous des enjeux, puis oui, aussi des enjeux reliés à la cohabitation avec les espèces, dont notamment le caribou. Et le gouvernement du Québec, là-dessus, ne fait rien. Il dort. Ça fait 1 an et demi qu'on le talonne, qu'on le pourchasse, qu'on crée des coalitions. Là, je vais avoir la chance de rencontrer la ministre responsable des ressources naturelles la semaine prochaine en revenant du Congrès. J'ai pas grand espoir. J'ai pas grand espoir. Puis là, on va être rendu à descendre dans la rue. On va être rendu à brasser bien des affaires parce qu'il faut arrêter de voir ces enjeux-là comme un plan quinquennal ou comme un cycle électoral. Des arbres, ça pousse longtemps. Il faut voir la forêt sur des générations. Il faut voir la forêt aussi comme un des premiers moteurs économiques du Québec et du Canada. Il faut voir aussi que quand on parle de forêt, ça ne se passe pas à Toronto, la forêt. Ça ne se passe pas à Montréal, la forêt. Ça se passe dans d'autres régions. Souvent dans des communautés isolées qui dépendent de la forêt. Fait que c'est aussi une question de maintenir nos façons de vivre. C'est aussi une question de tradition. C'est aussi une question d'occupation de notre territoire. C'est aussi une question d'avoir des matériaux qui peuvent être utiles dans la décarbonation de notre société. C'est l'histoire d'être capable de faire ça en préservant la forêt pour les générations qui s'en viennent. Mais pour ça, il va falloir qu'on change de vision. Il va falloir qu'on change de paradigme. Il va falloir que le gouvernement commence à s'en inquiéter. Puis là, tu as le gouvernement fédéral qui s'impose en disant « Moi, je veux protéger le caribou. Clic, je fais un décret. M'a forcé le Québec à protéger le caribou de la façon que moi, je veux le faire. » Ah, OK. Et là, on regarde dans le décret, puis on dit « Ouais, mais le décret ne s'applique pas si on veut faire une mine. » Entre aller récolter des arbres, puis creuser un trou, puis faire une mine, bâtard, qu'est-ce qui tue plus le caribou? Fait que c'est pas vrai que le fédéral s'en vient là en disant « Je veux protéger le caribou. » On ne comprend pas. Puis là, on est poigné dans un débat constitutionnel à savoir qui va gagner, pour qui va mieux protéger le caribou. Pendant ce temps-là, le caribou continue de mourir, les usines continuent de fermer, les travailleurs continuent de tomber sur le chômage. Ça n'a pas de maudit bon sens. L'aérospatial également. C'est un secteur dont on s'occupe beaucoup. Je suis très fier hier d'avoir assisté au lancement de la nouvelle politique de l'aérospatiale au Canada, qu'on va défendre, nous autres, Unifor. Ce n'est qu'un début, parce qu'à cette heure, il va falloir la vendre puis forcer les gouvernements et les décideurs à mettre en application ce qu'il y a dedans, mais on est bien déterminés à le faire. Quelques statistiques. Les dépenses en recherche et développement sont moins élevées aujourd'hui qu'ils l'étaient en 2018. La part du PIB généré par l'industrie de l'aérospatiale est plus petite aujourd'hui qu'elle l'était en 2018. L'avantage comparatif des salaires, parce que c'est des bonnes jobs dans l'industrie de l'aérospatiale, est en recul de 40 % depuis 2018. 20 ans passés, on était les 4e dans le monde au niveau de l'industrie de l'aérospatiale. On est devenus les 6e. Il y a juste les fous dans la vie qui pensent que quand tu fais tout le temps la même affaire, tu vas obtenir des résultats différents. Quand tu fais tout le temps la même affaire, tu obtiens toujours le même résultat. Et puis là, c'est pas une année, c'est juste une année. Non, là, c'est plusieurs années en ligne. Fait que la recette qu'on a fonctionne pas. Ou elle fonctionne plus. Elle fonctionne plus bien. Et c'est ça qu'on propose, 4 piliers, 27 recommandations agressives pour être capable de relever l'industrie, continuer de créer des jobs, assurer l'attrait de ces jobs-là auprès de la main-d'œuvre, investir dans la recherche et le développement, et oui, comme l'ANOL le dit, se servir de nos propres besoins, des propres dépenses qu'on fait par nos gouvernements, qu'ils soient provinciaux ou qu'ils soient fédéraux, pour favoriser notre recherche, notre technologie, nos jobs. Je vous parlais de foresterie, mais je retourne un peu là. Stéphane, mon chum, qui est président du Conseil de la foresterie, mais président de la section locale 233, il habite à Témiscamingue. Le moteur économique de Témiscamingue, probablement le seul moteur économique de Témiscamingue, son usine, Ryam, ça va pas bien.
Ça va pas bien parce que, encore là, par manque de vision, on a laissé Ryanair Advanced Material, acheter l'usine. Et là, Ryanair, ce qu'ils ont fait, ils ont acheté ça il y a 4-5 ans, pas eu le temps de faire de l'argent que ça, mais c'est pas ça qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient, c'est les recettes. Parce qu'ils avaient développé des applications de cellulose purifiées de haute densité, de haute qualité, faisaient de l'éther, c'était des produits qui se vendaient bien, qui faisaient de l'argent avec ça. Ils ont pris recette, ils ont déménagé ça dans d'autres usines Rayam aux États-Unis, dont en Floride, puis après ça, ils sont venus lui dire « On n'a plus besoin de vous autres, on ferme la place ». Et non seulement on ferme l'usine de cellulose, mais en plus, on va s'assurer qu'il n'y a jamais personne qui va racheter parce qu'on ne tolérera pas qu'il y ait un nouveau concurrent qui s'en vienne dans notre marché. Si ça, ce n'est pas de l'écœuranterie, je me demande ce que c'est. Fait que depuis ce temps-là, on est parti en campagne. On essaie justement d'ameuter les gouvernements, favoriser un nouveau repreneur, faire en sorte qu'on se tienne debout puis qu'on sauve encore une fois cette petite communauté-là de Témiscamingue. Stéphane, je t'assure qu'on va rester en arrière de toi. Tu peux être convaincu. Deux dossiers aussi qui nous tiennent à cœur. On a réussi à rentrer dans la loi Santé et Sécurité du Québec l'obligation de l'employeur de faire de la prévention pour la violence, notamment et nommément la violence conjugale. On sait ce que c'est quand on parle de violence conjugale, c'est majoritairement, principalement, la violence contre les femmes. Et là, on est content d'avoir gagné ce bout-là, c'est dans la loi. Mais là, il faut définir comment on fait cette prévention-là. Puis les employeurs, pour tout de suite, ils réagissent en disant « On a un programme d'aide aux employés. » Ah non, bien c'est pas assez. Il va falloir que ça soit beaucoup plus sérieux que ça. Puis on va continuer de se battre avec toutes nos entreprises, mais aussi avec le Conseil du patronat du Québec pour que les termes que la loi prévoit en termes d'obligation de prévention de la violence au travail et de la violence conjugale soient vraiment prises au sérieux. Fait qu'on a travaillé fort là-dessus au niveau de l'équipe de santé et sécurité. Je veux remercier Hugo qui travaille activement sur les enjeux de réglementation avec la CNSST. C'est une belle avancée qu'on a faite, mais comme bien d'autres avancées, une fois que c'est écrit dans le livre, ça ne veut pas dire que le monde respecte ça. Là, on va s'assurer que ça soit respecté dans nos milieux de travail. Vous pouvez être convaincus. Un autre qui me tient particulièrement à cœur, la discrimination systémique contre les travailleurs étrangers temporaires. Le Conseil québécois a eu l'audace de faire le dernier Conseil québécois juste sur ce thème-là, pour qu'on en apprenne plus sur ce qu'ils vivent. Et moi, j'ai honte quand je vois ça. Je ne peux pas croire qu'au Canada, peut-être le seul pays dans le monde qui a ensaché la Charte des droits et libertés dans sa Constitution pour en faire une foi fondamentale, qu'on assiste à de l'esclavage moderne, chez nous. Puis en plus, on a de l'air à tolérer ça, chez nous, ce qui est inacceptable. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres provinces, mais chez nous, là, on a vu des affaires écœurantes. Des gens logés dans des taudis, leurs droits niés, pas capables même de se déplacer. On a vu des gens être forcés de porter des bottes à 50, 60, ils portent toutes la même paire de bottes, et là, depuis 5 ans, ils ont tous des corps aux pieds, toutes sortes de maladies. Le monde s'en calisse. Il a fallu qu'on intervienne directement dans des dossiers, forcer les employeurs en leur menaçant d'aller dans les journaux pour rectifier la situation. Puis pendant ce temps-là, on entend nos gouvernements dire « Hey, oui, c'est beau le programme de travailleurs étrangers temporaires. » Ça va être beau le programme de travailleurs étrangers temporaires quand on va commencer à les traiter comme des êtres humains, à les considérer comme des êtres humains, puis arrêter de les voir comme des étrangers, puis de les voir comme des citoyens qui s'en viennent s'asseoir chez nous, puis travailler avec nous autres à développer ce pays-là. Vous pouvez être sûr qu'on ne lâchera pas cet enjeu-là avant de pouvoir être fiers à nouveau d'être Canadiens ou Québécois.
Bon, des affaires aussi qu'on fait pour essayer de renforcer notre influence. Moi, je tiens à souligner Nathalie Lapointe, membre de la section locale 6001, qui a été élue vice-présidente représentant les femmes sur le conseil de direction de la FTQ. Bravo, Nathalie. Ça prend du courage pour essayer de se faire élire. Tu as réussi à te faire élire. On sait que tu vas bien nous représenter. Bravo. Vous avez entendu Félix tantôt. On a créé, en fait, un comité dédié uniquement à l'environnement et la transition juste. On voulait, parce que c'est un enjeu important, on va pouvoir l'attaquer, cet enjeu-là, ne serait-ce que commencer à bien apprendre comment faire en termes de sensibilisation, mobilisation, proposer aux entreprises des modes de transition, développer du langage, à mettre dans les conventions collectives, etc. Vous voyez tout ça. Et puis, bien, bravo, je suis content, le comité fonctionne, les gens sont militants dessus. Et d'ailleurs, je réitère qu'il y a une belle marche ce soir, puis il va faire beau, fait que ça vous tente d'aller faire 1 ou 2 kilomètres en marchant dans le Vieux-Montréal ou dans la ville de Montréal, bien, vous pouvez aller les appuyer pour marcher pour la suite du monde. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait après? On le sait qu'on l'a scrappé à la planète, là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Là, il faut qu'on nettoie, il faut qu'on corrige, puis il faut qu'on continue de vivre là-dedans. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Puis ça, c'est une activité de sensibilisation. J'espère qu'on va être nombreux à participer à ça. C'est organisé par des groupes environnementalistes au Québec, appuyés par la FTQ et les grandes centrales syndicales. Donc, merci de vous joindre à eux. Des anniversaires importants. On a souligné cette année les 50 ans de la grève chez United Aircraft. Aujourd'hui, ça s'appelle Pratt & Whitney. C'est notre section locale 510. C'est une grève qui est importante pour nous autres parce que c'est une grève longue, dure, pendant laquelle l'employeur embauchait des scabs, qui a dégénéré en violence et qui a même, à un moment donné, il y a un épisode où les gens, nos membres, sont tellement écœurés de se faire traiter comme ça, puis de se faire rire d'eux autres, qu'ils s'en vont s'enchaîner dans l'usine. Et là, bien, vous imaginez la réaction d'United Aircraft, ça n'a-tu pas d'allure, hein? Des clowns qui s'en vont s'enchaîner dans une usine, qui ont fait débarquer la police à grands coups de matraque, puis la police s'est dit à ce moment-là, « Hey, plus jamais, il ne faut pas qu'il y en ait d'autres, fessez-le dessus solide. » Fait qu'ils sont rentrés là-dedans à grands coups de matraque, gaz lacrymogène, tout le kit, pour les sortir, puis il fallait qu'ils sortent avec du sang, là. Fait qu'il fallait qu'il y ait un dernier coup juste avant de les sortir. Puis ça, c'est ce qu'on appelle nos 34 Charlie. À la fin, ces 34 personnes-là ont perdu leur job. Mais on leur doit aujourd'hui, comme héritage, d'avoir eu une loi anti-briseur de grève, anti-scab au Québec. Et ça, c'est un anniversaire remarquable. On va continuer de s'en rappeler. Merci, la gang. Écoutez, je pourrais continuer à vous raconter les actions des membres du Québec pendant des heures. Et encore, cela ne suffirait pas à remplir même un dé à coudre du cœur qu'elles et ils y mettent à chaque jour. Je sais par mes amis membres du leadership que c'est pareil partout au pays. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ma gratitude, la gratitude que je ressens. Vous me rassurez réellement pour l'avenir. Cela me rassure en effet que le combat qui m'habite depuis si longtemps soit partagé par tellement de personnes fortes, courageuses, créatives, audacieuses, et j'en passe. Le combat d'un avenir meilleur, d'un avenir où les travailleurs et les travailleuses ne se contentent pas de survivre, mais prospèrent. Un avenir où nos valeurs de justice sociale, d'équité et de solidarité sont au cœur de toutes nos actions. Un avenir où notre syndicat continue de grandir en force et en nombre pour toujours s'assurer que plus jamais personne ne sera laissé pour compte. Je veux prendre un moment pour dire un petit mot concernant mes collègues membres du leadership. On ne le fait pas souvent, c'est vrai, mais là, je sens qu'on fait vraiment une bonne équipe, tout le monde ensemble, une équipe du tonnerre. Gavin, Samia, Len, Jen, vous accomplissez du travail extraordinaire. J'adore travailler avec vous. J'adore ce soutien que nous avons les uns pour les autres et cette solidarité et ce respect entre chacun et chacune. Lana, que te dire? Ton leadership solide, ton écoute, ton dévouement,
infatigable, ton courage exemplaire. Sérieusement, je ne pourrais pas m'imaginer faire partie d'une meilleure équipe. Je tiens surtout à vous remercier, vous, toutes et tous, chacun, chacune dans cette salle, par le travail acharné que vous accomplissez chaque jour pour vos sections locales, pour vos membres, pour l'ensemble du mouvement syndical, pour Unifor. Votre engagement est une source d'inspiration et de motivation pour moi et pour tous les membres du leadership. Ensemble, nous continuerons de faire d'Unifor une force incontournable au Canada et au Québec. Je suis impatient de pouvoir jaser avec vous durant le conseil. N'hésitez pas de m'accrocher, j'aime ça toujours. Je vais vous laisser avec ces mots. S'il nous faut refaire le monde, alors mettons-nous à l'ouvrage, car l'amour ne saurait attendre plus longtemps. Solidarité, tout le monde.